Hello tout le monde, me revoilà pour une vidéo podcast traditionnelle de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire de la couture et un petit peu de tricot, ce que vous trouverez à la fin de mon épisode comme d'habitude. Pour ceux qui arrivent ici par hasard, je suis toujours Anne le chat. C'est toujours ainsi que vous pouvez me retrouver ici et sur Instagram. Il était temps que je vienne vous montrer ma petite pile de réalisation couture et également de tricot. J'espère que cela ne prendra pas trop longtemps en termes de vidéo. D'avance, si ma voix vous paraît voilée, c'est normal, ne réglez pas votre téléviseur ou votre télécommande. Je sors d'une grippe et ça s'entend encore au niveau de ma voix. Toutefois, j'ai retrouvé une allure, me semble-t-il, à peu près normale et moins fatiguée que les jours derniers. Alors, ce que je porte aujourd'hui, eh bien écoutez, j'ai ressorti une blouse que je porte assez peu, mais qui me plaît beaucoup. Donc je pense que ce printemps la verra porter beaucoup plus que d'habitude. Il s'agit d'une blouse, voilà. Je vous la montre, j'ai retroussé juste les manches comme ça pour que ce soit plus facile pour moi. Et il s'agit d'un modèle. Il s'agit d'un modèle de Maison Fauve que j'avais réalisé. Il s'agit de la blouse Chelsea avec de nombreux jolis détails comme cette goutte ici. Voilà, ces plis caractéristiques de la marque ici, qu'on a également ici puisque ce sont des manches raglan et que j'étais très contente d'avoir fait dans cette popeline de coton imitation Liberty, même si mon choix de tissu n'était pas forcément le plus inspiré pour réaliser tous ces détails qui se voient relativement peu. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'elle fait tout à fait printanière et je suis contente de l'avoir ressortie ce matin. Alors, je vais comme pour beaucoup de personnes vous montrer des tenues qui commencent à basculer sur le printemps. On va tout de suite donc commencer. Il y aura une jupe, une chemise, deux t-shirts, une petite chemise en maille et un top en maille également. Donc voilà pour le petit sommaire, on y va tout de suite. Alors je vais commencer par vous montrer ma seule réalisation bas. Moi je réfléchis pas forcément mes tenues à l'avance. J'y vais comme pour le tissu, comme pour les patrons, à l'inspiration du moment. Et mon inspiration du moment m'avait porté sur la jupe Groovy. Voilà, la jupe Groovy de Liz Taylor. Voilà. Donc qui est cette petite jupe trapèze. Je vous le mettrai ici, ce sera plus facile. Donc c'est une jupe trapèze qui se décline en plusieurs versions sur lesquelles en fait diffèrent surtout les poches. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'elle était proposée pour pouvoir être réalisée en gabardine. Et il se trouvait que j'avais un coupon de 1 mètre de gabardine que j'avais acheté chez Icati lors de soldes, et c'était une gabardine Atelier Brunette de couleur ocre. Voilà, vous l'avez ici, elle est peut-être un petit peu moins orangée que ce que vous avez, quoique voilà, c'est entre du ocre et du caramel, je trouve. Donc qui est une gabardine qui est assez épaisse, hein, c'est celle de chez Atelier Brunette. Voilà, je vous montre l'aspect sergé, qui est pas leur dernière, mais leur gabardine, je dirais historique, qui est quand même assez épaisse. C'est la même dans laquelle j'avais déjà réalisé deux jupes des Lubies de Cadia en couleur vert matcha leaf.
et l'autre en couleur fuchsia dahlia. Et donc là, c'est la couleur ocre. Donc cette petite jupe de Liz Taylor se réalise de la taille 34 à la taille 52. Comme je vous l'ai dit, il suffit de moins d'1 mètre, en tout cas moi pour ma taille 40, pour pouvoir la réaliser. D'autant plus quand on choisit de réaliser par exemple l'intérieur des poches, des fonds de poche qu'on va avoir là, ou les détails par exemple de parmenture, dans un autre tissu, ce qui d'ailleurs était ici préconisé, à partir du moment où on avait une gabardine assez épaisse. Donc moi je vous ai dit que je l'ai faite en taille 40, je vous montre tout de suite ma réalisation. Voilà, là voilà. Avec les poches plaquées qui sont celles que j'ai choisi de réaliser. Avec ce super joli détail de ces poches en fait qui sont dans la même... en fait la poche est découpée directement avec le passant ici qui se trouve sur le devant. Donc ça donne vraiment, je trouve, esthétiquement quelque chose de vraiment très joli, qu'on décide d'ailleurs de porter une ceinture ou pas. Et donc sur l'arrière, on a deux passants supplémentaires. Nous avons ici des petites pinces. On a ici un dos qui est plein. Et enfin, voilà, c'est une vraie fermeture éclair. Et d'ailleurs, je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'était ma première fermeture éclair peut-être, ou ma deuxième, je sais pas. Mais qui est superbement bien indiqué et montré, notamment dans la vidéo de Liz Taylor sur laquelle je me suis complètement appuyée. Et voilà, j'ai même été jusqu'à faire la proposition, voilà, de ganser tout l'intérieur de ma ceinture, ce qui avait pour avantage d'éviter d'avoir un repli ici de la ceinture, comme on peut avoir habituellement. Là, ma ceinture ici est juste alors accrue, elle est gancée et j'ai ensuite fait un petit point invisible pour éviter qu'elle ne rebique. Et voilà, une petite étiquette que j'avais eue dans mon petit calendrier de l'Avent, spécial étiquette. Voilà, Beautiful. Je trouvais qu'elle était particulièrement adaptée. Donc regardez, les finitions sont vraiment impeccables. C'est vraiment très très joli. Et je vous montre juste, j'ai poussé le vis jusqu'à faire ce gançage. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Sur le bas également, où j'ai également derrière fait une piqûre uniquement à la main. Mais ça me plaisait parce qu'en fait j'avais un surplus de ce biais qui était un biais atelier brunette. Alors c'est un biais que j'avais fait moi dans un tissu atelier brunette et il m'en restait suffisamment pour pouvoir faire le bas, donc je ne me suis pas privée. Voilà. Alors je vous montre également mes poches. Voilà, l'intérieur, c'est justement le tissu que j'ai choisi pour pouvoir les faire. Tissu donc sur lesquels les poches, vous voyez ici que j'ai fait donc une sous-piqûre. Et la seule chose que j'ai fait en modification, entre guillemets, hein, par rapport aux informations qui sont données dans le patron, c'est que au moment, puisque c'est je crois la première étape qu'on fait, c'est de construire les poches, j'ai fait attention à faire ma doublure ici, de la recouper pour qu'elle soit plus petite que ma poche, puisqu'au moment de retourner la poche, je voulais avoir le tissu qui se revienne sur lui-même. Voilà, bah là vous le voyez. Et ce qui fait que quand on a des poches plaquées, en fait ici, moi je trouve que souvent le risque c'est d'avoir le tissu contrastant de l'intérieur de la poche qu'on voit. Et là on le voit pas. Voilà, sauf vraiment à plier mon tissu ici. Mais sinon, vous voyez qu'ici au porté, on ne verra pas mon tissu de poche. Voilà, c'est une astuce que j'avais vue, peut-être chez Atelier Scamit, mais qui m'arrive assez régulièrement de faire pour mes parmentures,
mes doublures de blouse, voilà, pour avoir un retourné du tissu principal sur l'intérieur et éviter d'avoir le tissu de la parmenture qui se voit. Voilà, sinon pour le reste, moi j'ai absolument suivi toutes les indications du livret qui est vraiment très bien expliqué, et comme je vous l'ai dit également, de la vidéo d'une d'Élise qui est vraiment très très bien expliquée également, et qui m'a permis moi de pouvoir faire ma braguette. Donc je vous ai dit que je l'ai fait en taille 40. J'ai toutefois élargi comme d'habitude ici en gradant sur la ligne du 42 au niveau de la taille. La gabardine ici n'est absolument pas extensible chez Atelier Brunette, et elle me tombe pile poil au niveau des petites hanches comme je le veux, donc elle est vraiment parfaite au niveau de la taille. Il était indiqué qu'il fallait 1,30 m sur le livret par rapport à la taille que j'ai choisie. Comme je vous l'ai dit, mon coupon d'1 m a suffi. Parce que peut-être aussi, voilà, j'ai choisi un tissu contrastant pour ces poches-là, qui prennent quand même globalement aussi de la place. Et ça va dépendre aussi du modèle que vous choisissez. Donc notamment si vous choisissez ce modèle sur lequel il n'y a absolument pas de poche, vous aurez aussi besoin uniquement sûrement de moins d'1 mètre. Donc moi, mon tissu m'avait été à moins 30%, donc ma petite jupe finalement me revient à 16,80 € au lieu de 23 € le mètre. Donc je suis encore plus contente de cette petite jupe. J'étais étonnée quand même, j'ai pris la version PDF, moi j'étais étonnée de ne pas avoir de calque. Peut-être que je me suis trompée, mais j'ai pas vu de calque sur le choix du modèle. Et ce que j'ai juste trouvé dommage, on est vraiment sur du détail, et l'idée pour moi n'est pas d'avoir une critique, mais c'est de vous inciter à faire attention, puisqu'il y a quelques pièces sur lesquelles j'ai été obligée de rajouter de quoi il s'agissait, puisque sur les pièces les plus petites, c'est-à-dire les ceintures et également les passants, les indications en fait de ceux dont il s'agissait étaient marquées à l'extérieur, c'est-à-dire sur la partie qu'on découpe et qu'on met à la poubelle. Alors il est vrai qu'on a une numérotation ici qui nous permet de se repérer, mais toutefois voilà, je pense qu'il y avait quand même la place de l'indiquer sur la feuille, et donc bah voilà, donc en tout cas faites comme moi, sinon si vous voulez ne pas après être obligé de rechercher dans le livret pour savoir, et notamment la distinction par exemple entre la ceinture dos et la ceinture devant. J'ai mis également, ah oui, une chose que j'ai modifiée moi après coup, c'est que je trouvais que la proposition ici de surpiqûre de la braguette était trop large. D'ailleurs on le voit, je trouve, à la vidéo, puisqu'en fait elle va, je sais plus si c'était au moins 3 ou 4 cm, je trouvais que c'était beaucoup trop large, et donc moi, juste pour vous dire, j'ai finalement refait une surpiqûre ici, voilà, qui se trouve à 2 cm et demi du bord, et je trouvais que c'était plus joli, et ça n'a absolument de toute façon aucun impact derrière sur le reste. C'est une surpiqûre qui est uniquement décorative, et franchement je trouve que c'est super bien fait. On n'a absolument pas le risque avec le montage proposé d'avoir la braguette ici. Vous savez, des fois on voit la braguette quand ça se tire, là pas du tout, elle est vraiment très bien superposée, avec suffisamment d'espace ici pour que ça recouvre complètement. La fermeture est claire, donc c'est vraiment très bien. Et moi, je vous dis, j'ai juste gancé ici mon ourlet. Alors on est bien d'accord que c'est complètement facultatif. Et j'ai fait une couture à la main à 2 cm au lieu de 3 cm. Je dois faire la même stature que ce qui est préconisé. Je crois que c'est du 1,65 m. J'avais juste peur qu'elle soit... Enfin, en fait, j'ai regardé où je voulais faire la couture finale. Une fois que je l'avais sur moi, et j'ai décidé de la rallonger tout simplement de 1 cm. Alors, j'ai une certaine harmonie, elle était assez involontaire, hein. Je pense que ça vient du fait que ce sont des couleurs que j'aime, et alors si tout de suite après, j'ai décidé d'utiliser
jersey de coton qui matchait, je trouve, très bien avec la couleur ocre. Donc vous voyez ici, hein, donc j'ai décidé de passer là-dessus. Donc du coup, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit du top Rachel de Jolie Lab. Voilà. Alors du Jolie Lab, j'en fais pas souvent. Enfin, quoi que j'ai fait le pantalon lison que j'ai trouvé extrêmement bien fait. Mais moi, j'ai jamais été abonnée au box ou à leur nouvel abonnement. Quoi que je me tâte parce qu'il est vraiment pas cher du tout en abonnement mensuel. Et je trouve qu'ils font vraiment de très jolies choses et je crois que ça permet également d'avoir un pourcentage non négligeable sur les patrons de chez Jolie Lab. Toujours est-il que là, il s'agissait d'un patron que je possédais déjà, et il s'agit du top Rachel, qui est un top qui se fait donc en maille et qui avait pour particularité, qui a toujours d'ailleurs pour particularité, de pouvoir être réalisé ici avec un petit élastique qui va permettre d'approfondir, on va dire, le décolleté et d'obtenir en quelque sorte une sorte de décolleté un petit peu cœur. Voilà, et donc on a la possibilité ici, malgré tout, d'avoir une encolure qui reste arrondie et d'avoir également un dos qui est proposé en plusieurs profondeurs également, ce qui est très joli. Alors moi pour le coup ici j'ai choisi pour mes deux versions la version avec le petit élastique puisque c'est le point technique qui m'intéressait. Et en revanche, j'ai assez froid dans le dos, donc on va dire sur cette saison, j'ai préféré avoir un dos le plus haut possible. On verra pour les versions dos échancré, que j'aime bien quand même aussi, peut-être un peu plus tard dans la saison, parce qu'il y aura d'autres versions de Top Rachel, je l'ai beaucoup aimé. Alors sinon, ça va du XS au XXL. Donc ça se fait, comme je vous l'ai dit, uniquement en maille. Donc quand on a une surjeteuse, c'est quand même quelque chose qui va de façon très rapide, qui est très rapide à faire. Je crois qu'il y a des vidéos, je suis même sûre, voilà, il y a tout le temps des vidéos qui sont proposées. Et il y a quand même quelque chose qui m'embêtait un petit peu en regardant le livret et la vidéo. C'était le montage qui était proposé pour pouvoir justement faire cette petite voilà, ce petit détail ici de l'encolure avec l'élastique, puisqu'en fait il propose de pouvoir faire ceci avec du fil élastique qu'on met dans la canette de la machine à coudre. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà fait à une occasion et ça me plaisait pas beaucoup. En fait, il propose de le faire et en fait, bon, bah, en plus je sais qu'en fonction des machines à coudre, ça matche pas toujours. Donc j'ai cherché dès le départ en fait une alternative pour pouvoir le réaliser. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai choisi de faire. Alors avant cela, moi je l'ai réalisé en taille L. Et comme c'est une forme qui est quand même très cintrée, avec même quasiment une aisance négative, même à partir de la base L, j'ai décidé d'élargir largement de 1,5 cm de chaque côté au niveau de la taille, parce que je ne voulais pas que ça moule au niveau de la taille en ce qui me concerne. Et donc j'ai j'ai dû me repérer par rapport à un de mes anciens tops pour savoir ce que je devais faire, et c'est pile ce qu'il me faut. Alors je vous montre, je vous ai déjà montré mon tissu, il s'agit d'un jersey coton Poppy qui est 100% coton GOTS de plus, hein, voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc manche longue pour ma part, hein. Les larges, et donc l'encolure qui est assez large. Vous voyez ici cette petite bande d'encolure qui est très fine, et donc je vais vous montrer, voilà, effectivement ici vous pouvez apercevoir le point zigzag qui définit donc effectivement ici mon encolure, et qui fait une encolure
très légèrement, voilà, on va dire en cœur, et qui est parfaitement réussi. Alors, ça va m'amener tout de suite à vous indiquer donc la modification que j'ai faite et qui fonctionne parfaitement. Je l'ai réalisé une deuxième fois derrière et c'est nickel. Et je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Donc vous voilà, un petit élastique de 0,7 de largeur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande ici de réaliser ce fronçage sur une dimension de 13 cm. Allez, on va arrondir à 14. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc découpé un élastique de la moitié de cette valeur-là, donc 7 cm. J'ai épinglé. Alors en fait, cette phase-là se fait avant de faire la bande de finition. J'ai donc repéré le milieu de mon encolure. J'ai épinglé ici le haut de mon élastique. Je l'ai épinglé en tirant aux 14 cm là, où j'ai peut-être mis un coup de stylo friction. Donc je l'ai épinglé ici. Donc tout de suite ça est peut-être au milieu, sûrement au milieu d'ailleurs, de telle manière que mon élastique soit fixé. Donc vous allez voir que j'ai ensuite sur ce côté-là, le côté envers, en faisant bien attention à avoir ici un fil de canette normal qui était assorti à mon tissu ici, à ma maille ici. J'ai donc tiré, comme on le fait par exemple pour un élastique culotte, mon élastique, mon tissu. Donc j'ai tendu mon élastique de telle manière que je puisse faire tout simplement un point zigzag jusqu'au bout. J'ai fait ensuite des points d'arrêt, donc au début et à la fin. Et donc tout simplement c'était bon, ça m'a permis de réaliser ceci sur l'endroit, ce qui est nickel et beaucoup plus facile, je pense, que la solution qui était proposée, sans compter que moi, avoir une canette avec uniquement de l'élastique, je trouve que ça mobilise en fait une canette uniquement avec de l'élastique que j'utilise assez peu. La deuxième modification que j'ai faite, c'est qu'on nous demande en fait ici de faire un biais, enfin un biais. Quand on dit un biais en maille, on ne le prend pas dans le biais, hein, on le prend dans le sens de l'élasticité. Et on nous demande de le faire endroit sur endroit. Et ensuite on replie 2 fois comme un biais pour ensuite pouvoir fixer l'élastique, pas l'élastique mais ici l'encolure. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement fait une première couture endroit sur endroit. J'ai pas fait une couture, je l'ai passé à la surjeteuse de la même manière qu'on fait une bande d'encolure. Et ensuite, ce qui fait que ça m'a fait ici, j'ai un surjet de 0,7, ce qui fait au toucher une sorte de petite épaisseur, ce qui m'a permis de pouvoir rabattre ensuite mon tissu vers l'intérieur. Je l'ai fixé avec des petites pinces et je l'ai laissé tel quel. Donc je crois qu'au départ on nous demande de faire une bande de 3 ou 4 cm, donc elle va pendouiller. Je ne la reprends pas, je la laisse pendouiller ici et laisser accrue. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que sur l'endroit, eh bien je suis allée faire tout simplement un point droit assez allongé à la machine à coudre. Et donc en fait, comme on a un tissu ici qui est de la maille, même avec un point qui est un point droit machine à coudre, on a une élasticité qui est un peu conservée comme vous le voyez, et on peut le faire parce que l'encolure est largement dégagée et qu'on peut passer la tête, donc il n'y a pas de pression au moment où on étire et où on passe en fait son t-shirt. Et donc à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proprement redécoupé l'excès de tissu avec mon ciseau pélican, et ça fait quelque chose de très très propre et quelque chose, je trouve, de beaucoup moins hasardeux que de reprendre en 2 fois comme si c'était un biais, et en le refaisant, parce qu'un coup sur deux, je trouve que la piqûre, si elle est propre d'un côté, ne l'est pas de l'autre.
un coup on a beaucoup de tissu qui pendouille, ou un coup on passe à côté de la bande, et donc moi, bref, je ne le fais pas, j'aime pas ça. Enfin, pour les emmanchures, les poignets, j'ai fait quelque chose qui était également pas indiqué. Je sais pas ce qu'on nous demande de faire. Peut-être tout simplement un revers au niveau de la maille. Moi j'ai fait un ourlet japonais. Donc l'ourlet japonais, je vous en parle souvent. Il s'agit en fait ici de faire un pli suffisamment large comme on veut pour avoir le retour de poignet. Je neutralise le couteau de ma surjeteuse, et donc je passe ici en rond, ce qui va me permettre après tout simplement de pouvoir avoir ce petit poignet, voilà, qui est élastique. Comme je laisse suffisamment ici de bandes, ça me suffit en fait pour que ça ne rebique pas tout le temps. Et en fait je crois que je l'ai fait parce que je me suis aperçue que je suis pas sûre d'avoir en fait rajouté de la longueur en fait à ma manche, et elle devait être suffisamment longue aussi pour que je puisse le faire. Parce que sinon il faut le prévoir à l'avance et rallonger de ce que vous désirez faire ici. Si vous avez une manche qui est trop courte, vous n'allez pas pouvoir le faire au départ, donc il faut prévoir de le faire. Et là en l'occurrence je n'ai pas eu à le faire, c'est que la manche était trop longue pour moi. Et enfin ici j'ai en revanche fait tout simplement un ourlet avec ma recouvreuse pour finir mon top. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit top qui va faire partir dorénavant de basique, au même titre que plantain, le plantain, et je sais plus quel autre top qui peut me venir à l'esprit, en maille, et également maintenant peut-être le Sox de Moi Je Couds que j'aime beaucoup. Et donc voilà pour mon petit top, qui finalement est pas celui que je pense préférer pour mettre avec ma jupe, mais c'est pas bien grave, il ira avec autre chose. Je vous montre tout de suite la version numéro 2 que j'ai fait de ce top. Cette fois-ci j'avais un coupon de moins d'un mètre. Je sais pas combien j'avais pour le premier, j'avais un coupon, l'autre il a dû passer dans 1 mètre. Celui-là, 1 mètre, peut-être 1 m 10 avec des manches, je sais pas. Là, j'avais un coupon de 60 cm, 70 cm, et c'est passé. Voilà, un coupon que j'avais depuis très longtemps. Voilà, avec ce joli bleu, avec des fleurs de cerisier. Et vraiment, il traînait depuis, si je dis au moins 7-8 ans, je pense que je suis pas loin de la vérité. Je l'avais acheté à l'époque sur tissu.net, c'est du jersey modal. Et donc j'ai noté que 60 cm suffisent pour une version manche courte. Ouais, j'allais vous dire qu'en termes de basique aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est aussi un basique pour moi comme le t-shirt Dresde de Direndo. Je pense que c'est le t-shirt Dresde de Direndo qui est prévu en encolure arrondi UV, le plantain, et celui-ci dorénavant c'est mon best-of chouchou. Voilà. J'ai fait exactement les mêmes modifications que celles que je viens de vous donner. Juste pour vous indiquer la petite bande que j'ai faite ici. Donc c'est une bande de 3 cm que j'avais faite. J'avais pas pris en compte les dimensions qui étaient données dans le livret, et j'avais calculé la bande d'encolure comme je le fais habituellement pour tous mes t-shirts. C'est-à-dire qu'en fonction de l'élasticité, je prends un coefficient de 85 ou 90%. Voilà, un coefficient multiplicateur de 0,85-0,90 pour décider ma bande, et j'avais pris 3 cm en fait de large pour faire ma petite bande ici. Voilà, enfin, juste une petite chose que j'ai rajoutée, c'est que pour faire cette petite surpiqûre ici, très fine ici sur l'endroit, comme je vous l'ai indiqué, j'ai pris mon pied spécial sur ma berlina, mais qui est le pied nervure. Voilà, qui permettait justement de pouvoir faire quelque chose d'extrêmement précis ici. Sinon pour le reste, rien à dire. Je vous remontre l'intérieur. Et là on verra plus
par rapport à la couleur du fil que j'ai choisi. Comme vous voyez, c'est pas hyper précis ici sur l'envers, mais on s'en fiche puisque ici sur l'endroit c'est impeccable. Et là, voilà, je vous aurai enfin inséré des petites photos de mon petit top. Celui-là, j'aime beaucoup sa couleur. Il sera vraiment très printanier d'ailleurs. Je suis un peu dans les mêmes coloris que ce que je porte aujourd'hui, je pense. Je vous montrerai ici une autre version du pull Socks. Je vous en parlais tout de suite de Moi je couds. Et donc c'est justement ça que je vais vous montrer, je pense, avec ma jupe ocre. Alors déjà celui-là, je trouve qu'il va très bien avec. Il y a des mêmes couleurs un petit peu aussi qui se retrouvent. Et là, je suis partie tout simplement sur du bleu marine. Et bleu marine et ocre, je trouve que ça match terriblement bien ensemble. Et donc, je suis repartie sur ce basique aussi du pull Socks pour refaire en fait une version, cette fois-ci manche longue, avec une maille bleu marine, qui est une maille très sympa. C'est du jersey, maille, coton, que j'ai trouvé chez Top Coupon, le grossiste en dessous Châteauroux, là, dont je vous avais parlé dans le sud du 36, du département 36. Voilà, donc alors bonne pioche en tout cas pour cette maille. J'avais déjà réalisé, je vous avais montré la dernière fois, un que je porte énormément qui est noir, que j'avais réalisé en version manche courte et en version manche longue. Et donc voici ici la version que j'ai réalisée en manche longue. Donc on a ici l'ourlet japonais pour pouvoir faire les petites bracelets de manche. L'encolure ici toute ronde que vous pouvez faire. Et rien de plus à dire, je l'ai laissé accru ici sur le bas parce que j'ai toujours pas trouvé la façon de finir bien une maille jersey qui est vraiment en maille, hein, sans avoir quelque chose qui fasse un petit peu chou-fleur, ou au contraire qui resserre, etc. Donc je préfère le laisser accru. Je vais être bonne cette fois-ci sur les transitions puisque je vais rester dans le bleu marine. Et eh bien écoutez, encore une fois, on va pouvoir dire que ça match pas mal du tout. Et donc je reste, autre transition, chez Moi je couds, avec un top que je vous ai montré la dernière fois et qui vous a beaucoup plu, qui était le top stretchy. Donc de cette petite chemise avec tous les codes de la chemise, mais qui se réalise donc en maille. Donc si vous voulez avoir plus d'explications, je vous laisse vous reporter, alors non pas à ma précédente vidéo, qui était une vidéo spéciale tricot de tous mes tricots que j'ai réalisés depuis 5 ans, tricot, pull et gilet, mais sur la vidéo précédente. Et donc, je vous rappelle juste, donc il s'agit d'un patron qui va du 32 au 52, que j'adore littéralement. J'ai refait exactement les mêmes modifications à quelque chose près que ce que j'avais fait la dernière fois. Mais cette fois-ci, je reste aussi chez Top Coupon, puisque j'avais pris une maille Lacoste. Donc Top Coupon propose des tissus qui peuvent être des tissus lambda, mais propose également des tissus qui viennent de upcycling, de fin de stock. Donc là en l'occurrence il y avait du Lacoste et il y a également beaucoup de petits bateaux si ça vous intéresse, type marinière, etc. Donc là on est sur du pur Lacoste de maille piquée, d'un beau bleu marine, voilà, et intégralement en coton, donc super qualité. Vraiment, j'aime beaucoup, sans compter que ça froisse peu, je trouve. Et que vraiment, il n'a pas du tout bougé au lavage. J'ai vraiment super. Donc j'en avais pris un coupon de 2 mètres hein, de mémoire. Ce qui fait que j'ai pu réaliser non seulement cette version pour moi en manche courte, mais également une version pour mon loulou, pour mon mari, que je vais vous montrer juste après. Alors voilà ma réalisation du stretchy
en manche courte cette fois-ci, puisque c'est tout ce qui me restait. Mais ça m'a permis de pouvoir tester la manche courte et de m'apercevoir que ça rendait extrêmement bien. Voilà, donc toujours les superbes finitions que j'avais retrouvées. Voilà, du montage du col qui est juste génial. Je vous montre ça donc avec la parmenture. Alors, vous avez vu, moi j'ai fait une petite modification. C'est qu'il est prévu de mettre en fait dans le patron une bande de finition qui est en maille. Mais en fait, comme c'est une bande de finition qui est sur l'arrière uniquement, comme vous le voyez ici, moi j'ai décidé de la faire en Liberty. Donc j'ai tout simplement pris la même dimension de là à là en rajoutant 2-3 cm. Et ça m'a permis également de pouvoir la cacher à l'intérieur de ma parmenture, ce qui n'était pas prévu. Et de faire une finition encore plus jolie. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Regardez sur l'arrière, c'est nickel. Et l'avantage de ça, de prendre un tissu qui est beaucoup plus fin, c'est que ça me permet d'avoir une épaisseur qui est beaucoup plus fine à manipuler que si j'avais pris mon épaisseur ici de tissu Lacoste en deux épaisseurs, voire trois, ce qui aurait été plus difficile pour avoir quelque chose de joli sûrement, je pense, sur l'extérieur. Donc rien à dire, franchement ça donne, je pense, je trouve que ça fait un peu une impression justement polo. Ça se coud extrêmement bien. La seule chose que j'ai faite, donc j'ai fait des vraies boutonnières. Hein. Voilà, je vais vous montrer. C'est qu'il est prévu sur le patron de faire, d'entoiler sur 2 cm. Et sur la première chemise que j'ai faite, je vous avais dit que la parmenture avait quand même tendance à l'intérieur en tout cas à pouvoir revenir. Et donc ce que j'ai fait, puisque là la maille piquée est plus molle que celle que j'avais utilisée aussi pour la dernière, c'est que j'ai entoilé sur 6 cm, c'est-à-dire que j'ai entoilé quasiment toute cette largeur là, et j'ai fini ici par l'emprisonner ici. Non, je vous ai dit des bêtises, c'est pas si, je vous dis pas de bêtises. Voilà, j'ai entoilé ici sur 6 cm, mais peut-être qu'on aurait pu aller jusque là. Et en tout cas, ça évite à ma parmenture intérieure de rebiquer. Donc évidemment, ceci c'est possible en prenant un entoilage qui est très léger. Ce qui fait qu'en fait, la parmenture, on la sent pas. Elle colle très bien, elle ne bulle pas, elle ne cloque pas, et elle ne cartonne pas. Voilà. Et elle permet surtout aussi après de pouvoir faire les... Voilà. Sans aucun problème, j'ai pu faire mes petites boutonnières. Voilà, sans problème. Et donc j'ai choisi de mettre des boutons de mon stock, qui étaient des boutons que j'avais achetés à Concarneau. Il y a une petite mercerie à un moment, enfin, ils font des boutons et des perles. Et j'avais acheté ces petits boutons en nacre, mais qui sont surteints en bleu. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, il y a des jolies nuances. En fait, ils sont bleus plus flashy de l'autre côté. Et j'ai décidé de les mettre sur l'envers. Et je trouve que ça va très très bien. Donc voilà pour ma petite chemise stretchy. Alors je viens maintenant vous parler donc de l'autre réalisation que j'ai faite dans cette jolie maille piquée. Il s'agit donc d'une réalisation que j'ai faite pour mon mari, qui me demandait déjà depuis quelques temps de lui faire en fait il a dans ses affaires un t-shirt manche longue, je crois que c'est de la marque Bonobo, qui est en colure V, manche longue, voire même avec des coudières. Et il m'a demandé s'il était possible de pouvoir lui reproduire, parce que c'est vraiment la forme idéal pour lui, qu'il aime beaucoup et qu'il ne retrouvait pas forcément dans, en tout cas, les réalisations que je lui avais fait précédemment. Alors, je vais vous montrer, parce que ça doit être dans son armoire en bas, j'ai un peu la flemme d'aller vous chercher le pull, mais je vais vous montrer tout de suite la réalisation finale que cela donne.
Et je vais vous montrer voilà comment j'ai fait. Tout simplement, alors j'ai pas une pièce puisque j'ai les manches, voilà, qui sont ici. Donc j'ai 2 pièces de patron que j'ai pu reproduire à partir de son top manche longue. Et donc je vais juste vous montrer, vous expliquer plutôt comment j'ai réalisé je vais même pas appeler ça du patronage, c'est de la copie. Donc en fait j'ai pris son polo, enfin son pull, je l'ai plié en deux, évidemment sur le milieu. Donc ce qui fait que j'avais à la fois la partie dos et la partie encolure. Et donc tout simplement, en fait j'ai reproduit à partir de mon papier patron qui était mis en dessous. J'ai fait une reproduction, voilà, de tout autour. Vous le voyez ici, les traces que j'avais ici de son pull pour pouvoir reproduire en fait comme s'il n'y avait pas les marches couture. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai rajouté mon centimètre de marche couture, parce que là en l'occurrence c'est même 0,7 puisque c'est quelque chose que je monte ensuite à la surjeteuse. Et alors évidemment ce qui est un peu plus du coup délicat, c'est de reproduire, puisque quand on a le vêtement qui est fait, qui est posé comme ça, on a uniquement la partie dos qui apparaît, mais la partie en fait du devant, on va pas, enfin on pourrait replier autrement le polo pour pouvoir l'avoir, mais on a un problème, y compris pour savoir où est-ce qu'on va déterminer l'emmanchure. Et donc pour ce faire, je vous donne juste moi la façon de la manière dont je l'ai réalisé. Et je crois qu'une fois il y avait Sandrine de SB Création qui avait donné plusieurs techniques pour expliquer comment il était possible de reproduire un patron du commerce. Et donc moi en fait ce que je fais, c'est que avant de faire ça, je mets ça sur un tapis de yoga. Et ce que j'ai fait, c'est que la partie en fait du col V, alors vous n'allez pas le voir ici, mais je prends une petite épingle et je pique tout en transparence autour du col V, ce qui fait que ça me donne ensuite sur mon papier calque toute une petite ligne de trous. Alors vous ne les voyez pas, c'est des têtes d'épingle, et ce qui va me permettre ensuite de pouvoir tout simplement relier les points entre eux et de nouveau rajouter ma marge de couture. J'ai fait la même chose ici au niveau de mon emmanchure, et je fais exactement la même chose en rajoutant après ma marge de couture. Et voilà pour ça, et je fais exactement la même chose après pour mon emmanchure que je plie en deux. Il se trouve que là elles étaient parfaitement symétriques, donc je peux le faire, et j'ai refait la même chose ici pour avoir les bonnes dimensions de mon emmanchure. Donc voilà ce qui me donne ensuite mes deux pièces. Voilà, donc j'ai gardé uniquement donc, une pièce dos de la même manière que ma pièce. J'ai pas refait ensuite une pièce devant. Après, c'est facile à redessiner sur le tissu directement. Et donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir avoir un clone du patron chouchou de mon mari, et donc de le tester donc sur cette maille polo, ce qui m'a permis de lui faire son top sur mesure ici. Voilà, son col V il est parfait. Alors après pour le col V, tout simplement comme d'habitude je prends la totalité de la longueur en fait du col qui est en V. Comme d'habitude, alors là il s'agit d'une maille qui est peu extensible, hein, la maille polo. Donc en fait j'ai pris seulement un coefficient de 0,90. J'ai rajouté 2 cm de marge de couture. Et donc j'ai cette fois-ci comment dire, fait la technique que vous pouvez retrouver. Chaque fois je vous l'ai dit pour le col en V, moi j'utilise la technique qui est dans le livre Dressed de Direndo. J'ai
flasher sur les versions qu'a présentées Sophie du Tricommande de Sophie. Je te fais plein de bisous si tu passes par là. Elle décline ce patron avec de magnifiques tissus très colorés. Et j'ai décidé, alors non pas de la copier tout de suite, puisque j'ai pas utilisé le même patron, le même tissu, mais j'ai réalisé en fait une sunrise dans une version très pop et colorée, vous allez voir. Avant de vous dévoiler ma réalisation, la chemise Sunrise donc de Super Bison, moi j'y vais les yeux fermés, c'est une marque que j'adore, où j'ai jamais je crois été déçue, tellement c'est bien expliqué et que les patrons tombent bien et qui proposent également de nombreuses variations. Je crois que c'est une coupe un peu boyfriend, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, elle a des épaules tombantes et c'est un petit peu loose, donc c'est la raison pour laquelle je suis partie uniquement sur une version taille 40, puisqu'on n'a pas du tout, c'est une forme plutôt droite, donc pas de problème, en tout cas pour mon éternel problème de taille, au niveau de la taille ici où je dois surtailler, ici pour les chemises en tout cas qui sont plutôt droites, j'ai jamais ce souci là. Alors, large gamme de taille, et j'ai jeté mon dévolu sur une viscose que j'ai trouvée chez Mondial Tissu, qui est toujours en stock sur leur site, qui est une viscose, une popeline de viscose qui fait 125 grammes au mètre carré, qui est à 11,99 € par mètre, et moi j'avais un coupon d'1,70 m et il faut 1,60 m pour la réalisation que j'ai choisie, que je vous montre tout de suite. Voilà, alors là vous voyez intégralement la version qui est proposée par le modèle, une version liquette, hein, donc plus longue derrière que devant. La version qui est proposée ici avec un empiècement, je vous disais qu'il y avait ici des épaules tombantes, c'est le cas puisqu'elles sont ici juste à la fin de mon petit passepoil, ou plutôt mon petit biais ici que vous voyez. Donc épaules tombantes mais pas trop, loose mais pas trop. Voilà, moi j'ai choisi le dos plein. Il y a également une possibilité d'avoir un empiècement ici. Et vraiment définition aux petits oignons. On a ici aussi donc des possibilités de faire des poignets. Je ne me rappelle pas s'il y a plusieurs types de poignets proposés. En tout cas, moi j'ai fait les poignets avec une manche en fait qui est proposée en deux parties, ce qui permet de ne pas avoir à faire de fente indéchirable, puisqu'on a tout simplement ici voilà, la couture. C'est la couture ici de la découpe de la manche qui fait la fente, et il est proposé normalement de mettre un seul bouton. Vu la longueur de la manchette, moi j'ai préféré en mettre deux. Vous voyez que j'ai mis des boutons on ne peut plus sobres noirs de mon stock. Ça suffisait largement compte tenu du tissu que j'ai choisi. Le passepoil. Alors qui n'est pas un passepoil, je vais vous expliquer ce qu'il en est. J'ai eu une déconvenue au niveau du tissu. Je ne me l'explique pas de savoir si c'est quelque chose qui est arrivé après ou avant mon achat. Je pense que c'est quand même plutôt avant mon achat, puisque je vois pas pourquoi j'aurais eu ça dans ma machine à laver, puisque j'ai eu le tissu, je l'ai lavé, j'ai pas fait attention. Donc j'ai commencé à découper mes pièces, et au début j'avais tout simplement l'intention de ne pas tout faire en fait un devant plein et un dos plein, puisque de toute façon le tissu était tellement bigarré qu'il n'y avait pas besoin pour moi de faire au départ cet empiècement. Mais il se trouve qu'au moment où j'ai découpé mon tissu, je vous montre sur l'envers, hop, horreur, malheur, effectivement il y avait un gros trou. J'ai quand même un trou d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Alors je vais laisser en l'état pour l'instant, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de colle à tissu pour qu'évidemment ça ne s'amplifie pas. Alors évidemment, j'ai cousu ça, on était un samedi, j'ai commencé à découper ça un samedi soir.
Et j'avais plus de tissu parce que j'avais découpé mes pièces sans forcément être à l'économie de tissu, et j'avais surtout pas assez pour pouvoir refaire en fait un devant complet. Donc le dimanche, je me dis bah mince, faut que j'attende le lundi pour aller chez Mondial Tissu, patati patata. Bon, je me suis dit bah quitte à faire un essai, autant essayer de faire l'empiècement, puisque j'avais assez pour faire un empiècement là et un empiècement ici. Alors j'ai commencé à faire ça, puis je me suis dit oh c'est quand même dommage, on va avoir des fleurs qui vont être décalées. Bon bah tant qu'à être comme ça, autant jouer le contraste et rajouter un passepoil. Donc j'avais ce passepoil qui était vraiment pile dans la couleur du violet. Donc je commence à mettre mon passepoil. J'envoie une photo à ma copine Servane. Je te fais des gros bisous. Et elle me dit ah ouais super, tu crois que ça va aller avec les manches tombantes et que ça va pas casser la manche? Et alors j'avais pas du tout pensé à ça. Je mets ma chemise sur laquelle j'avais pas encore mis mes manches sur mon mannequin, et effectivement le passepoil rigidifie la manche, ce qui fait qu'elle ne tombe pas comme elle devrait, c'est-à-dire qu'en fait elle fait ça, et je me dis il va y avoir un problème au niveau du tombé. Donc j'avais qu'une manche qui était faite, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, comme j'avais bien posé mon passepoil, c'est-à-dire que dedans il y avait un cordon au coton dedans, et c'est que j'ai pu par un côté tirer et enlever le cordon de coton qui était à l'intérieur. Et donc en fait ce qu'il y a, c'est qu'il me restait comme s'il n'y avait uniquement que le biais. Donc bah, c'était parfait. Donc là, le biais était très fin, j'ai tout passé au fer à repasser et j'ai plus de problème de cassure de mon passepoil. Donc finalement, c'était parfait. J'ai fait une surpiqûre ici, voilà. Donc voilà l'explication de mon passepoil, et finalement, bah, ça rend super bien. Donc comme quoi, des fois, une petite bêtise ou un accident, on va dire, de couture peut amener quelque chose. Ma fille, elle trouve que justement ça donne un super petit style d'avoir cassé ici avec ce petit passepoil. Bon, après pour le reste, absolument rien à dire. Tout est limpide au niveau des explications. Je suis contente. Je commence à pas mal gérer les cols et pieds de colle. Là j'utilise aussi, comme d'habitude, c'est expliqué, du thermocollant. Je l'ai mis là où il fallait. Il est juste pas proposé de mettre du thermocollant ici sur la bande, parce qu'en fait la bande elle est à même, et elle est retournée 2 ou 3 fois sur elle-même. Toutefois, je crois que pour une prochaine, je remettrai quand même une bande de 2 cm sur le bord, parce que, je vais vous montrer, je trouve que quand on fait les boutonnières, vous voyez, le tissu il a tendance à se rétracter. Je sais pas si c'est visible. Voilà, et en fait, c'est pas tout à fait droit ici, ça tire quand on fait la boutonnière, alors que je pense que si on avait mis ici tout simplement une petite bande de thermocollant, ça l'aurait peut-être un petit peu moins fait. En tout cas, pas de dégâts hein, du tout. Et voilà ma chemise ultra pop, et je peux vous dire qu'au moment où je l'ai faite il y a déjà un mois, je m'étais dit, oh là, il va falloir que j'assume. Et en fait, si. En plus, avec le printemps, tout ça, je vais complètement assumer. D'autres, j'ai modifié juste le bas pour la liquette. J'ai redécoupé 3 cm sur le bas, puisque c'est aussi une stature d'1,70 m et que moi je fais 1,65 m. J'ai gardé la forme liquette finalement, que j'aime bien. Ma petite chemise que je vais vous montrer avec différentes tenues ici. Et c'est fini pour la partie couture, et on passera un petit peu plus tard à la partie tricot. À tout à l'heure. Me revoilà pour la partie tricot. Il s'est passé quelques jours, voire même quelques semaines depuis
ce que je vous ai montré en couture et j'espère que vous pourrez entendre à ma voix et je l'espère à mes traits un petit peu moins tirés que ça va mieux. Donc ça me permet de pouvoir voilà, peut-être vous rassurer aussi sur mon état de santé, puisque c'est vrai que cette foutue grippe, je l'ai traînée assez longtemps par la suite, en termes de toux et de voix. Trêve de blabla, je suis ici pour vous montrer quelques réalisations tricot que j'ai pu faire. Donc tout d'abord, voilà, je vous montre ici, vous l'aurez vu sur une des photos que je portais juste avant avec ma jupe groovy. Il s'agit ici d'une blouse Sophia de la Maison Victor que j'adore. Et la Maison Victor et la blouse Sophia, c'est un top que je porte très souvent dans une sorte de... c'est du jersey polyester qui est assez chaud et qui est parfait pour les températures qui sont redevenues très fraîches en ce moment le matin, du moins en Touraine. Alors, je vais vous montrer pour clore cette vidéo et la mettre en montage assez rapidement. Je l'espère dans l'après-midi. Je vais vous montrer donc 3 projets. Il y en a 2 qui seront assez rapides. Il s'agit de chaussettes et le troisième, il s'agit d'un gilet. Alors, on part tout de suite sur les chaussettes. Voici la première paire de chaussettes que je vais vous montrer. C'est des chaussettes toutes simples avec la recette dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire la recette sur mesure que j'ai faite à partir du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà, donc qui me permet de faire le nombre de rangs qu'il faut, les côtes qu'il faut. Et là, ce que j'ai changé par rapport à mes dernières versions, c'est que j'ai un amour pour l'instant sur les talons en shadow wrap, donc sur lesquels j'ai utilisé le tuto vidéo de Clo Tricot. Et j'aime beaucoup cette technique, même si je suis à chaque fois pour l'instant encore obligée de regarder la vidéo pour me la mettre en tête. Et ce que j'aime tout particulièrement sur ces versions, c'est la laine autorayante que j'ai utilisée, qui vient de chez Volnena Yarn. J'avais déjà utilisé un précédent écheveau de laine autorayante de chez elle, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai tricoté il y a déjà quelques mois. Et donc là, il s'agit... donc évidemment de Merino Nylon 85-15 et c'est le coloris La mer est calme avec un petit contrastant qui est d'ailleurs exactement la même couleur que celui-ci et donc que vous pouvez retrouver donc sur sa boutique Etsy. Voilà, donc c'était un... En plus elle a la particularité, y compris parfois sur des coloris unis ou faux unis, de pouvoir proposer des 50 grammes, ce que je trouve assez intéressant. Et j'aime vraiment beaucoup le travail qui a été fait ici sur les couleurs. La mer est calme. Et j'avais déjà utilisé, je crois, Balade à Brest, donc évidemment avec des noms bretons, cela ne pouvait que me plaire. Voilà pour la première. Je passe tout de suite à ma seconde paire de chaussettes qui est un petit peu plus originale. Vous l'aurez peut-être vu dernièrement sur Instagram, il s'agit des chaussettes de Charlotte Stone qui sont I Love Hurt, je crois, en version anglaise, et qui sont dans son livre ici, les chaussettes que beaucoup ont déjà tricotées et qui s'intitule Amour de chaussettes, que nous retrouvons ici avec d'autres coloris. Donc, moi, je les ai fait dans un effet un peu plus... Enfin, surtout avec un fond plus foncé, qui est ici un coloris anthracite, qui était le coloris qui me restait de chez Célène en coloris, donc anthracite, sur une base Merino Nylon, et c'est la base que j'avais utilisée déjà pour faire les chaussettes que je vous avais montré il y a 2 podcasts sur les chaussettes pour ma fille, qui étaient les colloïdes 2.0. Voilà, donc il m'en restait un peu plus de 50 grammes sur mon écheveau de 100 grammes. Et il m'en reste à la fin
en utilisant le jacquard et à la fin ce petit motif que j'ai différé, que j'ai fait différemment par rapport au patron qui était choisi, qui était proposé, il m'en reste 12 grammes. Donc en fait pour mes 2 chaussettes, hein, puisque j'ai évidemment la deuxième, j'ai utilisé ici uniquement 40 grammes du coloris que j'ai utilisé également pour faire le bout, le talon et les côtes. Pour la Filcolana Arouetta que j'ai utilisé ici pour le rouge, je sais pas, c'est un écheveau, enfin c'est une pelote que j'avais déjà utilisée pour faire les petits homards ou les petits crabes des chaussettes de Lysandre Ourdin. Et donc je ne sais pas combien j'en ai utilisé, donc forcément moins que mes 40 grammes puisque j'ai moins d'utilisation du rouge. Les deux se sont pas mal mêlés, voilà. C'était un petit peu ma peur en utilisant une laine de teinturière et une laine un petit peu industrielle. Et finalement mon jacquard est pas mal du tout. Je vais utiliser cette chaussette là pour, comme d'habitude sur du jacquard, on montre l'envers. Et voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Et comme on le dit, n'est-ce pas Marie, c'est aussi beau dehors que dedans, l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je parle de Marie, la pipelette dans son atelier, à qui je fais des gros bisous, et qui a également fait ses chaussettes. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on a des laines. Alors déjà, elle est beaucoup plus chaude puisqu'elle est quasiment doublée en laine, mais donc on a ce qu'on appelle des floats ici, donc de la laine flottante tout au long de la chaussette, normalement jusqu'ici. Et moi j'avais pas, alors étant donné que je ne croise pas du tout mes fils et qu'on a quand même des endroits où on doit avoir jusqu'à 9 ou 11 mailles sans voilà, sans tirer, enfin d'un motif à l'autre, j'avais peur de me prendre les doigts de pied et d'avoir du mal à les enfiler, ce qui fait que à partir du milieu, on va dire, du pied, j'ai décidé tout simplement de faire des rayures. Voilà, j'ai fait courir mon fil et ce qui m'a évité, en fait je peux, comment dire, je peux mettre ma chaussette voilà, comme ça, hop, je mets le bout et puis le reste après c'est beaucoup plus facile à mettre. Et puis voilà, j'ai pas ces histoires de fils qui pourraient m'embêter à l'intérieur. Et puis j'avais surtout envie de faire un petit twist, pareil, pas pareil par rapport au modèle. Et donc voilà ce que ça donne. Et je suis assez contente. Je crois que j'ai bien maîtrisé maintenant la gestion du fil contrastant, dominant, etc. pour faire ressortir même les petits détails. Pareil, talon shadow wrap. Et j'ai fait exactement, sinon, les mêmes indications en suivant la taille et les indications qui sont ici dans le livre. Juste une petite chose, j'ai également acheté le cours de Charlotte Stone sur Domestika. Ils font tout le temps des promos pour avoir les cours à 6 €, 7 €. Et donc j'ai acheté celui de Charlotte Stone que j'ai regardé un peu comme un podcast. Alors évidemment sur Domestika, c'est une plateforme où comment dire, les créateurs ou designers, parce qu'en fait il y a toute une palette d'art créatif qui vont du dessin, tricot, couture, etc. Charlotte Stone évidemment c'est en anglais, mais donc vous avez la possibilité très facilement de pouvoir activer les sous-titres, et là donc du coup vous suivez, et puis je trouve que c'est intéressant, je trouve à l'oreille, enfin si on maîtrise un petit peu l'anglais et le tricot anglais, en fait ça se comprend tout à fait, surtout qu'elle parle très posément, toutes les étapes sont vraiment décortiquées, elle tricote en temps réel quasiment les différentes parties de sa chaussette, ou en tout cas les différentes techniques, et elle passe en revue tout ce qu'il faut, le matériel, les talons, avec la technique qu'elle propose, etc. etc. Donc je dirais que celles qui ont même du mal à aborder le tricot chaussette, si vous avez un peu du mal à passer le pas, je dirais, de vous lancer là-dessus, n'hésitez pas peut-être à acheter ce type de vidéo pour la suivre, et ça va vous donner peut-être le mécanisme pour le faire. Alors moi, est-ce que j'ai appris des choses? Pas vraiment, mais au niveau tricot,
Mais c'était très agréable quand même à regarder pour confirmer en tout cas moi des choses que je faisais et qui étaient les bonnes. Euh, et en revanche, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai appris des choses. Elle nous donne en fait une technique informatique pour récupérer en fait sur pas un logiciel, mais un site, même des grilles, pour pouvoir faire ses propres grilles de jacquard. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis je sais, ça je ne les ai pas utilisés, mais qu'on a également plein de documents en fait à télécharger aussi pour faire des exercices et pour pouvoir s'exercer. Et je crois que la grille en plus qu'elle propose, je sais plus si c'est des petites fleurs ou des pots de fleurs, en tout cas qu'elle propose qu'il y a un motif qui ne fait pas partie, je crois, du bouquin, et ben en fait on peut le faire, donc ça nous donne en quelque sorte une sorte de grille supplémentaire à faire à partir de son propre cours. Donc on est quasiment dans le cours qui vaut le prix d'un patron chaussette. Donc voilà, donc tout ce que j'avais à vous dire. J'ai en revanche été juste un petit peu désarçonnée par une chose. Alors elle nous explique comment faire des chaussettes en jacquard, mais en fait elle nous montre pas les différentes possibilités de pouvoir tenir ces fils en jacquard, puisqu'en fait elle montre uniquement la façon dont elle procède. Et j'ai trouvé ça assez curieux. En fait elle tricote donc à l'anglaise et non pas à la continentale. Donc moi j'aime bien puisque c'est ma façon de tricoter, mais en fait elle passe son fil uniquement dans la main droite et donc elle lâche son fil et elle reprend l'autre fil, etc. Et donc c'est marrant parce que moi je trouve que c'est moins facile à faire que finalement, enfin moi j'utilise le fil dominant dans la main gauche, non, le fil contrastant dans la main gauche et le fil de fond dans la main droite, sachant que je tricote donc à l'anglaise, et donc je trouve que c'est plus facile alors qu'elle elle est tout le temps en train de reprendre ses fils. Donc c'est juste pour vous expliquer que c'est cette technique là que vous aurez si vous regardez son cours. Voilà ce que j'avais à vous dire sur mes petites chaussettes cœur que j'adore, que je suis très contente d'avoir fait. Donc maintenant je vais un peu plus tard rechercher le prochain patron que je ferai chez elle. À suivre. On passe à la suite et au dernier tricot que je voulais vous montrer. Et donc pour changer, donc là on va parler du modèle, d'un des modèles gilet que j'ai fini. Je vous en montre donc un seul aujourd'hui. Et oui, j'ai beaucoup tricoté ces temps derniers. Et donc là, j'avais besoin en fait d'un basique noir pour remplacer un petit gilet Margot que j'avais fait, mais sur lequel j'avais un raglan qui était pas terrible. Et surtout une laine moitié mérino, moitié acrylique que j'aimais pas beaucoup. Et donc, j'ai décidé de me refaire un basique noir, complètement noir, en déca. Et cette fois-ci, pour changer, je suis allée chez Petite Knit. Et vous reconnaîtrez peut-être ou pas le modèle Copenhague que j'ai fait, qui se présente normalement avec des petites poches ici à faire en supplément, mais que je n'ai pas fait. Donc je vous montre ça. Voilà, donc c'est vraiment un basique, vous voyez, hein, avec l'encolure. En côte, la bande de boutonnage ici qui se fait à même. Donc ce qui est assez pas mal, c'est que quand on monte, on monte déjà en fait les côtes. On fait tout le corps ici, donc avec les bandes de boutonnage qui sont déjà prévues, voilà, avec les boutonnières. Je vous expliquerai après que j'ai changé ma façon de faire des boutonnières par rapport à ce qui est préconisé. On va tout au bout de ce qu'on veut faire, on finit ces côtes. Je n'ai pas fait donc les poches. On remonte les manches ici, voilà, puisque c'est un montage avec un raglan. On va rechercher ensuite les manches ici. On les fait avec le nombre de diminutions, je crois, qui était préconisé. On finit encore une fois avec un jeu de côtes
semi-torse, en tout cas moi je l'ai fait semi-torse. Le montage, plutôt le rabattage à l'italienne qui est élastique. Et c'est fini, puisque du coup on n'a plus rien après à reprendre. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant sur ce modèle. Ma laine, donc il s'agit d'une laine que j'ai tricotée en déca. C'est du noir, j'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100 et surtout d'acheter de la laine teinte artisanalement en noir. Et j'ai cherché une laine déca noire à peu près assez économique et donc je suis tombée sur la Daisy de Drops. Donc la Daisy de Drops, ce sont des pelotes de 50 grammes. Voilà, vous l'avez ici. Et c'est une 100% mérino. J'avais vu plusieurs personnes qui en parlaient sur des podcasts, donc je me suis dit banco. C'est une déca, puisque on a 50 grammes pour 110 mètres. Donc c'est même une déca, c'est ça, ouais, c'est ça. Et comment dire, j'en avais acheté 11 pelotes en regardant ce qu'il était nécessaire sur le patron de Petite Knit et finalement je n'en ai utilisé que 9 puisque finalement je n'ai pas fait les poches et donc ceci explique sûrement cela. C'est le coloris 03. Je les ai achetés pour un différentiel, on va dire, de quelques centimes, dizaines de centimes chez Luce laine tricot et je ne le referai plus. Je préfère la qualité de service de chez Calidou. Juste pour vous indiquer, la laine était marquée en stock. Je l'ai commandée, je n'ai pas eu de retour avant, mais j'ai même pas eu de retour. J'ai dû les recontacter au bout de 15 jours. J'ai mis des mails sur leur site. J'ai essayé de les joindre, je crois, sur Instagram. Je n'ai eu aucune réponse et il a fallu que je passe par l'adresse qui était sur le PayPal pour avoir enfin une réponse, de me dire qu'ils recevaient enfin la laine le lendemain et que ma commande allait partir le lendemain, sans un mot d'excuse, sans une explication que la laine n'était pas en stock. J'ai pas forcément aimé le côté commercial. Évidemment, le prix était là, 2,58 € la pelote, mais comme je vous l'ai dit, elle était peut-être en promo. Elle était aussi chez Calidou et voilà, moi je retourne en tout cas chez Calidou parce que là j'ai pas été contente du service après-vente. Je l'ai tricoté en aiguille 4 et 3,5 pour les côtes. J'avais quasiment l'échantillon qui était préconisé, qui était de 21 mailles sur 28. Moi j'avais 22 mailles sur 31, donc j'ai rien changé. J'ai pris la taille 3 et j'ai juste modifié ma hauteur de gilet en fonction de ce que je voulais sur moi. Je l'ai tricoté en 3 semaines et j'ai fait une modification sur les boutonnières qui étaient préconisées par Petite Knit. J'ai pas aimé du tout ce qui était demandé ici à faire. Je sais pas si vous allez voir. Elles sont minuscules et c'est d'ailleurs quelque chose qui revenait très souvent dans les commentaires. Et donc j'ai fini dès la deuxième par faire, donc en fait quand on les tricote là. J'ai fait 2 mailles ensemble, un jeté. Et en fait au rang d'après, tout simplement je retricotais les mailles et je me retrouve tout simplement avec des boutonnières qui ressemblent à des boutonnières et qui étaient beaucoup plus grandes que celles qu'on a ici. Et qui étaient en plus, je trouve un montage qui n'était pas du tout intuitif. L'avantage de la Daisy, c'est qu'elle est assez lourde comme laine et elle se tient. Et donc, j'avais vu des commentaires comme quoi sur ce modèle, il y avait beaucoup de personnes qui le tricotaient et qui n'aimaient pas le montage à même de cette bande de boutonnage et qu'elle avait tendance en fait un petit peu à pas se tenir et à gondoler. Donc moi, j'ai pas eu du tout ça. Avec cette laine, en tout cas, elle se tient très bien. Que je décide d'ailleurs de boutonner mon gilet ou pas. Donc je pense que ça dépend de la qualité de la laine, qualité ou non qualité de la laine, pour avoir quelque chose de bien. Mais en tout cas, donc je suis contente de ce que ça a donné. Je vous montre tout de suite ce que ça donne directement sur moi, ça va m'éviter de reprendre quelques photos. Et voilà donc ce que ça donne. Un gilet qui tombe parfaitement.
Donc comme je vous le disais, qui est assez... il est finalement assez lourd, moi qui ai l'habitude de tricoter des gilets fingering ou fingering mohair, là c'est vraiment de la DK qui est beaucoup plus lourde. Voilà. Donc j'ai mis ces petits boutons là, c'est toujours les mêmes, ceux que j'avais achetés en gros lot assez important sur AliExpress, et je trouve que ça donne un petit côté justement qui casse le côté trop noir. J'attends de voir évidemment ce que va donner cette laine Daisy. J'ai vu, en tout cas j'ai entendu avec du recul que finalement peut-être qu'elle boulocherait, qu'elle était peut-être pas si qualitative que ça dans le temps. Donc là évidemment je ne l'ai pas encore portée, donc elle est toute belle, et puis bah, on verra ce que ça donnera à l'usage. Et bien voilà. Et bien écoutez, voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et la dernière fois en couture. Je dois vous avouer que voilà, ça fait plusieurs vidéos que je traîne sur le montage, parce que je fais quand même des vidéos qui sont assez, je veux dire, conséquentes, pardon, en contenu, en nombre de pièces que je montre, etc. Donc comme beaucoup de podcasteuses, je me questionne sur le fait de changer un petit peu mon format, mais sans arriver à trouver une réponse qui soit efficace, optimale, qui continue de vous intéresser, et puis surtout qui me facilite un petit peu la vie. Et donc je ne sais pas si pour les prochaines fois, je ne vais pas effectivement réduire le nombre de pièces que je vous montre, ce qui va me permettre de pouvoir utiliser aussi, parce que j'ai un peu tendance à mettre de côté ce que je viens de coudre ou de tricoter, de ne pas les porter. Et donc je me demande si jamais à chaque fois que je vais coudre une pièce ou la tricoter, si je vais pas revenir en vidéo, le monter tout de suite, ce qui va me donner aussi comme intérêt d'avoir tout ça assez frais dans ma tête, pour vous donner un maximum de détails, parce que je pense... enfin déjà moi j'adore donner les détails, et je pense que c'est souvent en fait ce qui vous intéresse également sur ma chaîne, c'est le fait que je passe du temps à vous expliquer voilà, les difficultés que j'ai rencontrées, les alternatives que j'ai réussi à faire, etc. et les détails sur les modèles. Dites-moi si je me trompe, mais c'est quand même souvent le côté un petit peu pédagogue qui revient dans les commentaires. Et donc je sais pas si je vais pas faire ça, ce qui va me permettre peut-être d'ailleurs de, alors non pas de passer encore plus de temps sur chaque cousette, mais pourquoi pas, et peut-être même, je me disais pourquoi pas faire un flash sur une ou deux cousettes, et par là même, ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal de temps, faire vraiment un zoom et un focus sur une astuce entre guillemets, ou une technique couture que j'ai de par l'habitude que j'ai, puis ce qui me permettrait aussi peut-être de cette fois-ci me mettre directement sur mes machines et de filmer pour vous montrer voilà, par exemple comment vraiment je monte une encolure en V, donc plutôt que de vous l'expliquer comme ça en blabla à l'oral, mais au moins de pouvoir vous faire des focus techniques. Donc ce qui fait qu'il y aurait par exemple une réalisation couture détaillée, une ou deux réalisations couture détaillées, et une astuce couture sur chacune de mes vidéos, ce qui ferait qu'elle serait peut-être un peu plus courte, et puis toujours à joindre aussi avec un projet tricot à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse vraiment, quelles sont vos attentes, est-ce que ce schéma tel que je vous le propose vous intéresserait? Voilà, de couture, une astuce bien détaillée, et une astuce technique bien détaillée, et une pièce tricot. Voilà, pour revenir aussi peut-être plus souvent, et que ce soit moins, peut-être, je l'espère, chronophage pour moi. Voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie encore toujours pour votre fidélité à ma chaîne, à remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des petits cœurs, des petits commentaires. Évidemment, vous savez qu'on s'en nourrit quand on fait des vidéos.
Et n'hésitez pas, ce qui me ferait également très très plaisir, de faire des petites captures vidéo et puis de les relayer sur votre chaîne Instagram. C'est comme ça aussi qu'on continue de se faire connaître et puis d'agrandir un petit peu notre public, hein. Donc si vous aimez ce que je fais, voilà, et que vous avez envie de me faire un petit plaisir, ce serait mon petit plaisir. Voilà, le petit plaisir de cette vidéo. Donc en attendant, bonne fin de journée. Moi je vous dis à plus tard. Allez, ciao, bye.